Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live. Alors aujourd'hui, on va parler de techniques de libération émotionnelle et psychique en compagnie d'Athénaïs, que vous connaissez peut-être déjà, du compte Athénaïs Magnétisme. Donc j'attends un petit peu que vous puissiez vous connecter pour les personnes qui voulaient assister au live en direct. Coucou à tous. Alors, coucou Athénaïs, ça y est, je te vois. Est-ce que tu peux m'envoyer une demande pour participer au live? Je crois que moi aussi je peux te demander, mais je sais plus, pour être honnête, comment on fait. Ça y est. Merci Athénaïs. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Coucou. Ça va? Oui, et toi? Super. Je suis Alors trop ça y est. contente. Bah, moi aussi. Ça va être, je pense, super intéressant. J'attendais J'espère. j'attendais qu'il y ait plus de monde de connecter parce que je vois Mm. que ça se connecte là de plus en plus. Alors avant de commencer pour ce live, déjà comme je l'avais annoncé un petit peu dans un post aussi en story, je crois, c'est un live qui va finalement parler d'autonomie parce que, enfin, tu vas en parler mieux que moi, Athénaïs, Pas mais, sûr. disons que les techniques que tu vas évoquer, que tu vas décrire, ça ramène évidemment à l'autonomie. Donc ça Mm. va nous ramener évidemment à ce sujet-là, puisque le but c'est aussi de pouvoir aider autrui à retrouver son autonomie. Donc c'est un sujet qui nous qui nous tient à cœur entre guillemets toutes les deux. Donc je pense que ça va être intéressant. Et si durant le live vous avez des questions que vous voulez aussi échanger, donner tout simplement votre opinion, c'est bien sûr vous pouvez bien sûr laisser votre commentaire. Moi je regarderai au fur et à mesure pendant qu'Athénaïs va parler, va, va nous donner un peu plus de détails. En tout cas sens-toi libre, Athénis, de vraiment parler de ça dans l'ordre que tu souhaites. Si tu veux parler de ton parcours, si tu veux parler des techniques en premier, vraiment comme tu as envie. Et puis moi, je regarderai s'il y a des questions et je te les dirai au fur et à mesure. Euh, voilà. Euh, je pense que pour moi, c'est bon. Donc, si toi, tu veux commencer. Alors, j'espère Alors, qu'on va capter parce que je suis dans un recoin de la maison et j'ai mon fils qui joue devant la box avec son papa là-haut, ce qui est pas terrible en termes de géobiologie, mais ça, on va en parler. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Athénaïs, j'ai 35 ans, je suis thérapeute holistique en Alsace. Je travaille essentiellement à distance et puis voilà. Ça, c'est pour la grande partie. Et en fait, l'autonomie, c'est vrai que c'est une des valeurs socles de mon accompagnement depuis assez longtemps parce que il y a une tendance à confondre l'autonomie et l'indépendance, à mon sens, dans notre société. Et en parallèle, il y a quelque chose qui est pourtant assez contradictoire avec ça, c'est vraiment le côté instantané. Et c'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, donc tout va très vite. On sait que pour avoir une information, alors moi j'ai grandi sans Internet, hein, on allait à la bibliothèque pour chercher nos informations. Là maintenant, on prend le téléphone, limite on quitte pas les toilettes, le lit, voilà, on n'a pas c'est clair. accès aux infos et du coup
c'est vrai que ça participe aussi à ce maintien d'indépendance, mais ça maintient aussi à cette quête de l'instantanéité, sauf que la guérison instantanée n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose qui est super important à mon sens. Je suis passée par là, j'ai aussi des trucs à guérir. J'allais dire j'avais, mais on en a. Je crois que c'est le chemin de notre vie. Et c'est vrai que du coup, dans ma quête de thérapeute, puisque je suis pas thérapeute installée depuis longtemps, même si ça fait très très longtemps que je pratique, j'ai toujours eu ça, voilà, en ligne de mire, mener les gens vers l'autonomie, parce qu'il y a aussi des phénomènes un petit peu voilà discutables qui sont autour de tout ce qui est accompagnement on va dire paramédical, même si on n'a pas le droit de dire ça, mais voilà, ça débute avec l'accompagnement paramédical, ça finit à la spiritualité, c'est très très vaste comme sujet, on peut mettre plein de choses dans ce sac-là. Et donc c'est vrai que le but du jeu, c'est que les personnes se sentent encore plus libres et pas plus enfermées, quoi. Donc voilà pour ça. Alors de mon côté, j'ai de la chance, j'ai grandi, pour te resituer un petit peu mon histoire, j'ai grandi dans une famille dite perchée. Perchée parce qu'elle avait pas mal de soucis aussi, hein. Faut être honnête, donc la quête a commencé jeune. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de grandir dans une famille où papa tirait les cartes, faisait du pendule, ma mère s'intéressait à tout ce qui était sorcellerie, plantes, etc. Et du coup, bah, j'ai eu mon premier pendule entre les mains à l'âge de 8 ans et mon premier jeu de cartes à peu près à la même époque, puisque je piquais le tarot de Marseille de papa. Et en fait, j'ai très vite compris que contrairement à ce qu'on croit, le pendule, c'est pas... les premières fois où j'ai utilisé mon pendule, je me souviens, les gens spontanément mettaient la main en dessous et me disaient « Alors, tu vois quoi ?» d'un air de dire qu'est-ce que tu vas voir dans l'avenir. J'ai très vite compris que c'était pas du tout le but, en fait, de ces outils-là. Et donc, ça a un petit peu alimenté ma quête de mieux-être. Et puis, d'un autre côté, j'ai une marraine qui a cherché à tester aussi plein de choses pour nous aider. C'est sûr que j'ai eu mes premières pierres de lithothérapie, je devais avoir 12 ans, quoi. Donc, c'était vraiment pas très connu. Et là encore, je me disais, mais attends, une pierre dans les mains. Alors pourtant, hein, l'innocence d'un enfant, on y croit, quoi. Mais tu te dis, non, il y a quelque chose qui cloche, c'est trop facile. Et d'un côté, j'ai envie de te dire, oui, c'est trop facile. Mais d'un autre côté, non, c'est pas trop facile. Ça dépend un petit peu de où t'en es dans ton cheminement. Il y a des gens qui vont avoir un petit peu besoin de dramer un petit peu plus parce qu'il y a un peu plus de brouillard. Mais il y a des personnes pour qui, effectivement, ça va suffire. Et donc voilà, le socle, c'était ça. Et du coup, très vite, j'ai appris le Reiki. Et il y a quelque chose qui m'a gênée dans cette énergie. J'avais découvert le magnétisme par moi-même, mais il y avait des trucs qui tenaient pas. Et je me dis, tiens, pourquoi ça tient pas? Et là, j'ai compris, bah en fait, oui, tu soulages la personne sur le moment. Il y a un petit écho, j'espère que c'est pas trop gênant. Il y a, alors là, quand tu me dis, il y a eu l'écho, mais il n'y avait pas l'écho avant. Donc, pour moi, ça va. Si vous pouvez confirmer en commentaire si c'est bon pour vous la connexion, mais pour moi, tout est OK. Alors, ça va. Ouais, donc le magnétisme, en fait, ça apportait un soulagement immédiat, mais les gens revenaient et en fait, je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est plus tard, quand j'ai grandi un petit peu, que j'ai compris qu'en fait, il y avait le soulagement instantané et puis il y a le soulagement sur du long terme et que ça dépend de plein de choses. Donc voilà un petit peu pour la démarche de comment j'en suis venue à accompagner les personnes vers l'autonomie. L'autonomie, ça passe par un travail qui touche à plusieurs facteurs. Ça va toucher effectivement là où on a grandi, notre terreau, notre chakra racine, si on veut parler de chakra, mais c'est pas seulement les chakras, puisqu'en fait ça dépend aussi des niveaux de conscience, ça va dépendre de notre mémoire cellulaire, ça va dépendre de notre capacité de résilience. On a énormément de facteurs et puis on a aussi notre cadre de vie qui joue énormément. Et une des choses que j'ai
compris en fait sur le fait que les choses ne peuvent pas tenir, c'est aussi que ce cadre de vie peut être extrêmement important et que quand on a des fuites d'énergie, quand on a un environnement qui est pas forcément sain, on peut perdre notre autonomie parce qu'on perd de la fatigue. Quand on perd de la fatigue, on est un petit peu au radar. Toi qui es jeune maman comme moi, tu sais les ravages que ça peut faire. Sauf que quand c'est dû à l'environnement, ça vient aussi tuer quelque part des parties de nous et ça nous empêche d'aller vers cette autonomie. Et la différence entre l'autonomie et l'indépendance, puisqu'on n'en a pas vraiment encore parlé jusqu'à présent, c'est que l'indépendance, c'est presque déjà une dépendance, puisque c'est non, je fais tout seul, je me débrouille, je ne fais confiance à personne, je ne me remets pas en question puisque j'ai pas le temps. Alors que l'autonomie, c'est avancer en ayant cette démarche de se remettre en question, de demander de l'aide quand on en a besoin. Et puis voilà, c'est vraiment deux démarches différentes. Il y en a une où on est un petit peu bulldozer, l'autre où on prend peut-être un petit peu plus son temps, mais où on alimente avec des bases plus solides. On prend le temps de construire sa maison, voire de la déconstruire. Si on prend Tarot de Marseille, l'image de la maison Dieu, et c'est comme ça qu'on avance, quoi. Donc voilà pour ça. Je sais pas si c'est super intéressant ce que tu dis, mais en tout cas dans les deux cas, que ce soit l'autonomie ou l'indépendance, il s'agit aussi d'être responsable en fait, de se responsabiliser. Et moi, je suis aussi plus dans cette démarche d'autonomie parce que souvent aussi enfin je sais pas si on peut appeler ça un domaine, mais dans la spiritualité, beaucoup aujourd'hui se disent aussi être indépendant. Justement, on a besoin de personne, ça y est, on a tout compris. Alors que je pense que comme tout est en lien, on a toujours en fait besoin en miroir de. Enfin, ça c'est ma vision des choses et c'est mon ressenti peut-être du moment, peut-être qu'il changera aussi, mais en tout cas je pense que comme tout est lié, finalement on a besoin aussi des fois de voir en miroir ce qui peut se passer en relation avec les autres. On est des êtres humains, hein, même si il y a toute cette partie d'être divin, il y a aussi cette partie humaine, cette partie où on a besoin d'échanger. Donc après, on peut très bien justement être accompagné, pouvoir être aidé, tout en restant autonome, tout en ayant sa part de responsabilité. Et c'est là où je trouve que c'est super intéressant justement ce que tu vas nous partager parce que ça ramène vraiment à ça, quoi. C'est un petit peu, ouais, c'est tout à fait ça. On est interconnectés les uns aux autres. Alors déjà, je pars du principe qu'on est un univers, on est une matrice, on est une propre galaxie, on a nos propres planètes, on a nos propres cellules qui gravitent, mais elles sont interconnectées. Là, nous, on est interconnectés. Alors ça fait un cercle. Après, il y a encore les gens autour de nous là qui nous suivent. Ça fait un deuxième cercle. Là, il y a mon environnement proche, c'est encore un cercle. Enfin, tout est interconnecté. D'ailleurs, voilà, vous pouvez entendre mon fils, ça fait encore un autre cercle. Enfin, on est vraiment interconnectés les uns aux autres. Du coup, on ne peut pas se passer des autres. Mais d'un autre côté, on ne doit pas, entre guillemets, être dépendant des autres non plus. Et c'est vrai que, comme tu disais, on ne sait pas si c'est vraiment un domaine ou pas, mais dans les milieux, on va dire alors, guérison au sens guérisseur rebouteux à l'ancienne, hein, on va dire ça comme ça parce qu'on doit faire très attention avec les termes qu'on utilise de nos jours. C'est vrai que je vois des fois des personnes qui essayent quelque part de se sentir indispensables. Alors après, chacun va voir les limites de l'indépendance ou de l'autonomie là où il veut. Hein. Pour certains, déjà la synergothérapie, qui est une de mes techniques, c'est déjà un petit peu entretenir une dépendance, alors que pour d'autres, non, pas du tout. Et du coup, il y a beaucoup de choses à voir quand on va aller voir un thérapeute, justement, pour se libérer, pour avancer. Et à mes yeux, le plus important, c'est que la personne, limite, elle ait plus besoin de moi le plus possible et elle ait plus besoin de personne le plus possible. C'est ça le but. Pour ça, quand on me dit oui, il faudra 28 séances, c'est pas forcément mené vers l'autonomie puisqu'on met la personne dans une attente et elle va déjà considérer que tant qu'elle n'a pas fait le nombre de séances, elle va pas forcément aller mieux. Elle va considérer que de toute façon, son chakra est bloqué, ce qui est un non-sens puisqu'un chakra n'est pas bloqué, sinon on est tout mort. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui s'entretiennent, des croyances qui s'entretiennent et qui nous maintiennent dans cette dépendance-là et qui vont à l'encontre de l'autonomie et je trouve ça dommage. Donc voilà pour ça. C'est exactement ce que tu dis, ça fait résonance avec l'inconscient aussi parce que c'est aussi ce que je dis
souvent à la fin d'une séance, quand on me demande la fameuse question, alors Mm. combien de séances il faut maintenant pour que ça se pour avoir vraiment la solution, quoi, entre guillemets. Alors déjà la Mm. solution, comme tu dis, c'est pas immédiat, mais après ça part de l'intérieur. Donc moi, si je dis à la personne, bah écoute, il faut 3 séances, il faut Mm. 5 séances, mon inconscient va déjà penser, bon bah il faut 5 séances, donc je fais rien Mm. pour l'instant. J'attends que les 5 séances passent, mais moi en fait j'ai rien à faire de mon côté. Donc c'est un petit peu encore remettre le Mm. pouvoir au thérapeute. Donc C'est ça. c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment de se responsabiliser aussi, et aussi que chacun est différent. On va tous agir à notre manière et à notre rythme. Mais voilà, je te laisse parce que sinon je vais commencer. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis aussi. D'ailleurs, j'ai eu recours personnellement à l'hypnose. Alors, c'est peut-être pas celle que tu pratiques, mais pour passer mon permis de conduire, c'était aussi un gros symbole de l'autonomie, de l'indépendance, le permis de conduire. Quand on regarde pourquoi on veut pas avancer tout seul, pourquoi on veut pas conduire sa voiture, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que du coup, des fois, quand on parle à l'inconscient, contrairement à ce qu'on peut penser, eh ben c'est là qu'il va y avoir des déblocages. Et en synergothérapie, c'est ce que je fais. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, c'est une technique que j'ai mise au point à partir de différents apprentissages, différentes expérimentations, justement parce que j'avais pas envie de rester aussi personnellement dans une dépendance à des techniques. J'avais besoin un petit peu de renouer avec mon intuition, et je me suis rendu compte que souvent, ce qui bloquait les personnes, c'est quand il y avait trop de variations de taux vibratoires. Alors, le taux vibratoire, c'est une notion un peu complexe, mais on va dire, il y avait trop de déséquilibre entre différents plans, et ça fait que quand on a une chaise où on a 2 pieds qui sont très longs et 2 pieds qui sont très courts, c'est un petit peu casse-gueule, si on veut bien me pardonner l'expression. Et le but, donc moi j'ai trouvé que c'était plus intéressant d'essayer de rééquilibrer les 4 pieds pour que la personne retrouve une stabilité qui lui serve après de socle pour repartir. Donc je travaille évidemment sur les chakras, je travaille sur les méridiens énergétiques, mais alors du coup en énergétique on travaille avec des polarités, c'est pas comme avec les aiguilles d'acupuncture ou avec le shiatsu. Je travaille sur la géométrie sacrée et les auras du corps, puisque nous, selon comment on est fait, on va pouvoir voyager. Il va y avoir aussi une espèce d'harmonie qui va se faire. Et je travaille aussi avec les conséquences de la géobiologie, puisque c'est quelque chose de super important à mes yeux. Notre cadre de vie, encore une fois, peut avoir un impact sur nous qu'on n'imagine même pas. Déjà rien que notre chambre, puisqu'on y passe beaucoup de temps, c'est là où on est statique, on dort, ou quasi statique. Et même quand on dort pas bien et qu'on se tourne dans tous les sens, d'ailleurs, c'est souvent lié à la géobiologie. Et donc, c'est là un petit peu que je cherche. Et dans mes comptes rendus, j'essaye d'amener les gens vers l'autonomie sans leur parler de choses trop techniques, parce que ça aussi, ça entretient un petit peu ce côté médical. Les médecins, c'est des sachants, ils savent tout, ils savent mieux que moi. Sauf qu'en fait, non, la personne, c'est la mieux placée pour savoir ce qu'elle ressent. Et si elle me dit le soin n'a pas marché, ok, le soin n'a pas marché. Après, effectivement, comme tu l'as dit, il y a différentes couches. Ça dépend aussi des résultats attendus, parce que quand on est un petit peu dans cette détresse du moment, on a tendance à avoir en tête un résultat en occultant un petit peu toutes les possibilités. Mais du coup, là, la synergothérapie, ça permet de nettoyer tout ce qui est un petit peu forme-pensée. Donc, les formes pensées, c'est ces pensées qu'on va ruminer au point de les faire presque devenir solides. On les ressent au niveau des auras, on les ressent sous forme de masse, on les ressent sous plein d'aspects dans les auras éthériques. On va travailler aussi sur le fait que les blessures d'âme, alors les blessures d'âme, ça c'est une conception aussi, chacun a la sienne, et je précise vraiment que ce que je vous explique, c'est à travers mon ressenti, et que vous avez le droit de voir autrement, mais les blessures d'âme, les blessures karmiques, à mon sens, elles sont là parce que c'est pour les guérir, les transcender qu'on est là. Donc on peut pas faire appel à un thérapeute pour qu'il passe un coup de laser et qu'il n'y ait plus rien comme on ferait sur un tatouage de nos jours. On va plutôt regarder pour que ce soit plus doux et que ça s'égratine moins facilement. Alors je prends souvent comme exemple, j'ai une cicatrice du BCG. Alors si vous êtes de ma génération, on y a eu le droit, c'est la petite piqûre et ça fait une petite boule sur le bras. Et de temps en temps, la mienne,
plus de 30 ans après, elle se réouvre de temps en temps et elle saignote un petit peu. Et en fait, pour moi, les blessures d'âme, c'est un peu ça. C'est de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, ça se réouvre un petit peu. Et le but du jeu, c'est que la cicatrisation momentanée se fasse plus vite et que ça s'infecte pas. Mais malheureusement, la boule, on pourra jamais l'enlever. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Après, je fais les initiations Laoshi parce que le Laoshi, donc si on veut simplifier, c'est une forme de Reiki, donc c'est aussi une technique énergétique qui est basée sur l'amour et la compassion, la lumière, on va dire, ouais, voilà, en très schématique. Et en fait, ce qui me plaît beaucoup dans ce principe-là, c'est qu'on peut transmettre de l'auto-guérison. La personne peut se faire les rondes elle-même pour elle-même se faire les autotraitements, même si on n'a pas le droit de dire traitement. À chaque fois, je vais le préciser, hein, parce qu'on est obligé. Donc, il y a ça, et je vais faire des techniques de mentorat. Donc, les mentorats, le mentorat, c'est à la fois du coaching et de la transmission de techniques. Donc, je vais transmettre du pendule, je vais transmettre des sessions de FT, je vais transmettre des outils de libération émotionnelle pour que la personne puisse les réapproprier chez elle de son côté sans avoir besoin d'avoir recours tout le temps à un thérapeute. Même si un thérapeute, c'est bien de temps en temps parce que ça nous permet d'exprimer des choses dont on n'a pas conscience ou de faire un bilan, c'est quand même bien de pouvoir s'en détacher et de se dire mais maintenant je sais faire, quoi. Voilà. Ouais, maintenant je peux le faire seul, quoi. On m'a appris à le faire et maintenant je peux reproduire le schéma moi-même. Enfin le schéma. Disons l'apprentissage, quoi. Je suis en train de penser dans ce que tu disais, enfin, peut-être que tu vas le mentionner après, mais je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont connectées, qui se posent cette même question de comment se déroule une séance, justement après, enfin, peu importe en fait la technique, comment ça se passe. Alors peut-être que ça va être différent évidemment suivant la technique. Alors, il y a aussi, selon si c'est à distance ou si c'est en présentiel, la synergothérapie à distance, en fait, je me connecte à la personne. Donc, je parle à son inconscient. Alors, voilà, il faut être ouvert à ça. C'est sûr que c'est pas toujours le cas. Et puis, en fin de séance, j'envoie un audio avec des ressentis qui sont plutôt des pistes. Des pistes de développement personnel, voilà, des petites choses que j'ai pu repérer sur différents plans, donc physique, psychique, émotionnel. Et c'est des propositions, c'est-à-dire que la personne, si elle estime que ça lui parle pas du tout, ça lui parle pas du tout. Et il faut savoir qu'en présentiel, en fait, ces audios-là, on les fait pas. Enfin, moi, j'ai connu aucun guérisseur, aucun magnétiseur qui en fait, mais c'est vraiment le fait qu'on soit à distance qui rassure. Là, c'est vraiment quelque chose qui rassure. Et en présentiel, bah, on s'allonge sur la table et puis on fait un gros dodo pendant qu'on se fait un peu tripatouiller, habillé. Donc, j'ai différentes séquences de gestes qui vont permettre de nettoyer ce qui est à nettoyer, d'harmoniser ce qui est à harmoniser. Et c'est vrai que la synergothérapie, ça ressemble plus à du magnétisme qu'à un soin énergétique, mais c'est un peu un mix de tout ça. Donc voilà, il y a des passes où on va avoir des appositions de mains, il y a des moments où on va être au-dessus, il y a des moments où je vais toucher les pieds, il y a des moments où je vais toucher la tête. Et en fait, quand je suis à distance, donc pour la petite anecdote, ben, j'ai ma table et puis je mets des habits dessus, ou alors quand je suis là, c'était le confinement, j'étais un petit peu obligée de faire comme ça. Je travaille en dimension réduite devant moi ou sur photo. Donc voilà comment ça se passe. Et sinon, les séances de mentorat, ce sont des entretiens avec des exercices. Alors c'est à l'intuition. Des fois, je sors des cartes, des fois, je sors le pendule, des fois, on fait de l'EFT, des fois, c'est juste du dialogue. Ça dépend un petit peu des besoins de la personne et de ce qu'elle cherche à ce moment-là. Et pour le Laoshi, en fait, je fais un soin Laoshi au préalable, puisque je fais surtout à distance aussi, enfin pas en présentiel du coup. Et le jour J, on échange et ensuite on procède à l'initiation. Donc il y a vraiment une transmission pour que la personne soit la plus autonome possible. Alors suite à certaines demandes, je fais de temps en temps des ateliers avec des bus spécifiques pour travailler un petit peu plus sur le soin énergétique. Donc on a travaillé sur le soin à distance. Là je fais des ateliers pendules, puisque ce sont des outils et rien que des outils. Et après, chacun choisit ce qu'il utilise dans sa boîte à outils. Donc voilà. C'est super complet.
Ouais, c'est bien parce que c'est vraiment, il y a un panel du coup de techniques qui te permet aussi de voir aussi je dirais, ce qui peut convenir à la personne en fonction Mm, aussi du ressenti de la personne, parce que la personne, mm. j'imagine, va choisir aussi ce qui lui convient le mieux. Mais tu peux aussi peut-être après je dirais presque la conseiller en lui disant, bah voilà, je te verrai plus, enfin là, je pensais peut-être plus à une séance de Lao-Chi, par exemple, qui aurait été Mm, peut-être plus appropriée par rapport à ce que tu as, mm. etc. Est-ce qu'il y a des techniques qui vont être plus, que tu vas plus utiliser, par exemple, quand il va s'agir de comment dire, de quelque chose qui est lié par exemple à du karmique, pour te dire un truc qui revient souvent dans les questions, ou est-ce que ça va vraiment être au ressenti, parce que souvent il y a plusieurs choses qui sont bloquées, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau psychique, Mm. ça peut être au niveau, ça peut être sur d'autres plans, donc ça va résonner sûrement sur plusieurs plans en même temps. Donc, est-ce que c'est vraiment au ressenti ou est-ce que il y a vraiment des techniques si les gens après sont intéressés, est-ce qu'ils peuvent plus aller vers une technique qu'une autre selon Alors en fait, il y a un accompagnement que j'ai proposé. Donc là, j'en parle pas trop parce que je suis en fin et je suis en train d'ouvrir une nouvelle formule. Enfin, je suis en train de D'accord. finaliser la nouvelle formule de l'accompagnement qui s'appelait Quintessence et qui s'appelait Chic émotionnel. Donc Chic émotionnel, c'était vraiment de l'émotionnel et Quintessence, c'était plus pour les personnes qui sont dans une démarche spirituelle ou de futurs thérapeutes, on va dire, et qui ont D'accord. encore des blocages ou qui arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Et dans ces cas-là, j'aimais bien mêler un petit peu différentes techniques. Donc, je commence par un soin. Ensuite, il y a des guidances du mois à thème sur des blocages particuliers. Et alors, c'était hallucinant parce qu'à chaque fois, tu pouvais être sûr que j'utilise plusieurs jeux, mais en fait, ça se répond parfaitement d'une personne à l'autre. Voilà, on aurait presque pu faire un soin collectif, mais c'est pas trop ma démarche. Ouais, ça résonnait. Donc voilà, mais ça résonnait. Enfin, on se rendait compte que les personnes qui étaient dans cette thématique-là, c'était vraiment le bon moment quoi pour cette guidance-là. Et ensuite, trois entretiens par visio où on utilise plusieurs techniques et enfin une dernière séance de soins énergétiques pour finalement gratter les dernières choses et puis réharmoniser avec les nouveaux enseignements. Et dans ces entretiens, on est vraiment sur le besoin du moment. Par exemple, une personne qui est en train de changer de travail et qui est tout le temps refusée à ses entretiens d'embauche alors qu'elle a l'impression que ça s'est bien passé. C'est une question qu'on m'a posée hier. On va aller chercher justement s'il n'y a pas une blessure karmique ou transgénérationnelle. Alors moi, je m'arrête souvent au transgénérationnel parce que le karmique, on peut pas le modifier et de toute façon, ça se réveille dans cette vie-là. Donc dans cette vie-là, comment ça se manifeste, comment ça se travaille vraiment ici et maintenant, parce que pour moi, c'est ici et maintenant qu'on va travailler. Alors, j'ai testé des hypnoses de régression, j'ai testé des annales akashiques, j'ai testé plusieurs choses comme ça. Alors, c'est vrai, ça te fait un petit peu voyager, certainement que ça t'apporte des réponses, mais à titre personnel, c'est pas là que j'ai trouvé mes plus grandes réponses. Par contre, dans l'hypnose ericksonienne et dans les hypnoses un petit peu plus comme toi tu fais, c'est vrai que c'est là qu'on va plus trouver du ici et maintenant et c'est ça qui compte quoi. Aimons-nous vivants comme on dit souvent chez les géobiologues, ils me disent souvent ça. Aimons-nous vivants, ben c'est un petit peu ça parce que on se rend compte que régulièrement quand on va chercher un petit peu dans le karmique, on est aussi dans une forme de déni du présent. Et ce déni du présent, bah, c'est un petit peu celui-là sur lequel il faudrait mettre le nez dans la boue et puis regarder ce qui se passe, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais. Ben, justement, je suis complètement d'accord. Enfin, moi, je sais qu'aussi, j'ai pas mal en hypnose de questions souvent par rapport au karmique, de personnes qui sont un petit peu dans le désespoir de se dire, mais alors d'où ça vient cette blessure? C'est sûrement quelque chose de karmique, ou alors peut-être qu'ils ont déjà reçu ça comme information avant. Alors peut-être que ça l'est, hein, j'en remets pas du tout en cause Mm, l'information qu'ils ont reçue, mais parfois on se bloque en pensant que ça vient que de là, et donc qu'il y a rien d'émotionnel, alors que justement, on en revient encore au même point, comme tout est lié, ça va jouer sur mm, l'émotionnel. Et l'émotionnel, c'est maintenant qu'on le vit. mm, On peut changer, justement, on peut, comment dire, guérir. Enfin, comme tu disais, c'est pas forcément guérir des blessures entièrement, puisqu'on est sur ce chemin de vie, on est là pour expérimenter. Mais ce qui est karmique, en fait, c'est quelque chose d'une autre vie. Donc,
on est là en fait pour changer pour aller voir sur d'autres vies. Alors ça peut très bien aussi nous aider aussi. Je dis pas que ça peut pas aider, hein, ça peut aider aussi à débloquer des choses et à voir les choses d'une autre manière dans cette vie-ci. Mais c'est pas ça qui va changer notre présent. Enfin, je pense. C'est ça. Donc ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis avec cette perception des choses. Mais d'ailleurs, toujours dans le même domaine, une des questions qu'on va souvent me poser, c'est comment ouvrir le troisième œil. Alors, je sais pas si c'est des choses qu'on te demande beaucoup, mais en fait, je suis assez incapable de répondre. Alors déjà parce que moi, j'ai pas eu besoin de me poser la question, mais surtout des fois, en fait, c'est des personnes qui sont hyper intuitives, qui ont des talents de création où on a l'impression que voilà, elles canalisent tout en dessinant et que ça descend du ciel, mais elles veulent voir. Elles veulent entendre, alors qu'en fait, ça c'est pas un but en soi, c'est encore une fois un outil. Voilà, c'est ça un petit peu qui est difficile et il y a beaucoup de gens bon, qui entretiennent un petit peu ça, mais le problème c'est que quand on va chercher dans ces sphères-là, des fois on n'est pas prêt. C'est comme quand on dit à un enfant, bah non, je veux pas que tu regardes ce film parce que tu vas faire des cauchemars. Bah il y a des fois aussi on se dit que si le chakra du troisième œil il est pas ouvert côté clairvoyance, parce que là aussi il y a beaucoup de croyances sur le chakra du troisième œil qui est aussi celui de la sagesse, du discernement de ici et maintenant et du bien palpable. Il n'est pas seulement côté perché et côté subtil. Bah, du coup, bah, si on force, parce que alors on y va au pied de biche, on ouvre le troisième œil, mais c'est là qu'on ouvre un petit peu la boîte de Pandore et qu'on peut voir des choses qu'on n'a pas envie de voir, quoi. Voilà, des scènes qui sont pas sympas, enfin des choses pour lesquelles on n'est pas prêt, qui se seraient peut-être passées plus tard. Hein. Je dis pas que c'était fermé, mais du coup ça peut être encore plus perturbant. Puis ça aide pas à travailler sur nos vraies blessures puisqu'on focalise dans le vouloir et dans le et pas dans l'être en fait. Ben non seulement on focalise dans le vouloir, mais en plus, comme tu dis, ça peut être même effrayant parce que des personnes qui sont pas prêtes, mais qui veulent absolument, finalement, dans le but d'être peut-être de se sentir aimé, en fait, finalement, d'être un petit peu dans le lot de la spiritualité, de dire, mais regardez, moi aussi, je suis clairvoyant, je peux voir des entités, je peux voir des défunts, etc. Ils se retrouvent, en fait, si par exemple, dans l'enfance ou à l'adolescence, ça s'est fermé, c'est pour une raison aussi. Donc, c'est ce que je dis aussi des fois des personnes qui font ce genre de demande, c'est leur mental qui le veut quand ça s'ouvrira au bon moment en fait. C'est pas, enfin moi personnellement je pense pas que c'est à nous de le faire, surtout si la personne n'est pas prête. Puis c'est pas nous qui allons finalement le faire, c'est la personne aussi elle-même par sa propre croyance qui va le faire elle-même. En fait ça serait mentir que de dire c'est moi qui t'ai bah oui, troisième œil quoi. On m'a beaucoup posé cette question quand j'avais fait le soin audio justement sur le chakra du troisième œil parce que j'avais fait tous les chakras et là cette question était revenue donc c'est pour ça ça m'a fait rire quand tu m'as dit ça parce que c'est vraiment une question qui revient beaucoup parce que c'est aussi un petit peu le côté c'est inconscient hein, de l'ego qui se dit non mais si ça s'ouvre je vais enfin pouvoir voir ou alors aussi les personnes qui ont par exemple qui ressentent les choses mais qui voient pas forcément mais moi j'aimerais bien voir j'aimerais bien vraiment percevoir les ombres etc mais qu'est-ce que ça va changer dans ta vie en fait mais bon. C'est ça ouais. Quand je faisais de l'aura-thérapie, on me demandait alors elle est de quelle couleur ma couleur d'aura. Et en fait, les gens étaient vachement déçus parce que moi, je ne vois pas. Je ne suis pas du tout clairvoyante. J'ai des clairs ressentis. J'arrive à toucher, voilà, avoir une espèce de toucher dans le subtil, mais je vois pas. Et les gens étaient vraiment déçus. Mais en fait, même cette couleur, c'est vraiment quelque chose de très mental, en fait, de très ici. C'est presque rajouter du matériel à ce qui est subtil. Et du coup, c'est pareil, voilà, le rouge, admettons, on parle de la couleur rouge. La couleur rouge en France, c'est pas du tout la même couleur qu'en Chine. Donc, même si je parlais de ma perception du rouge. En tout cas, pour moi, quand tu as parlé du rouge, j'ai pas compris ta phrase.
Je disais oui, admettons que j'ai vu de la couleur rouge dans les auras. Ouais. Selon l'interprétation, la culture que la personne a du rouge, qu'elle soit chinoise ou qu'elle soit française, par exemple, ça sera pas du tout les mêmes symboliques. Donc ça veut pas dire grand-chose. Et il y a beaucoup de choses aussi pour lesquelles, en fait, on oublie qu'il y a ce côté instanté, un peu comme notre fréquence cardiaque, notre température corporelle, le taux vibratoire, la couleur. C'est quelque chose qui est autoréférentiel, qui est valable selon nous et qui est valable à un instant T. Si on prend un taux vibratoire là maintenant, que je prononce un seul mot, on le reprend, on n'est plus du tout sur le même. En plus, si toi tu comptes de 1 à 10, que moi je compte de 1 à 1000, on n'aura pas le même résultat et du coup on va se dire ah ouais mais c'est beaucoup quand même, ah ouais c'est bas quand même, alors qu'en fait on n'a juste pas la même base. Donc il y a vraiment pas mal de choses comme ça et qui ont tendance à entretenir l'indépendant, enfin même pas l'indépendance, mais au contraire la dépendance au thérapeute, parce que ouais, toi tu sais, tu vois, toi tu vas pouvoir me dire combien il est de mon taux vibratoire, et puis là il est de combien, t'as vu, hein, j'ai descendu, mais non, c'est pas, c'est pas, voilà, si Je suis à tel taux vibratoire, ça veut dire que je suis plus élevée spirituellement, donc ça va. Enfin, c'est un petit peu aussi après ces croyances qui reviennent, quoi. C'est ça. Alors là, je vois la question là sur les enfants particuliers, indigo, arc-en-ciel, diamant. Alors, c'est pas forcément au niveau de l'aura que ça va se manifester. Des fois, ça va se manifester par d'autres moyens. Hein. C'est pas du tout pas forcément par les couleurs. Les couleurs, c'est encore une codification. Enfin, pour moi, croyance qui est très très humaine. Et c'est pas forcément quelque chose qui est juste dans le sens où des fois, en fait, on va se réfugier derrière ces étiquettes d'hypersensible, zèbre, indigo, etc. Et ce qui a un côté déresponsabilisant. Je suis tombée dedans aussi, hein, et je pense qu'on est nombreux à s'être mis dans ces cases-là. Mais pour autant, ça peut avoir un intérêt. Moi, je vois Karen de Force Enchanteresse qui fait de la numérologie et qui va chercher sur les enfants particuliers. C'est vrai que c'est super intéressant pour soi de le chercher. Mais par contre, on en discutait beaucoup. Et il y avait une personne qui voulait absolument qu'on lui dise que son enfant était je sais pas quoi, alors que pas du tout. Et le gamin avait 5 ans. Elle voulait déjà qu'on entretienne la médiumnité, la personne, de cet enfant qui voyait des choses, alors qu'en fait, ben non, parce que on est encore dans le vouloir, dans l'ego du parent qui veut avoir un enfant surdoué ou je sais pas quoi. Et c'est des déviances qui sont un petit peu dangereuses, enfin à mon sens. C'est dangereux pour l'enfant aussi, hein, parce que moi de mon côté, moi j'avais fait, je sais plus si c'est 1 ou 2 audios d'hypnose pour enfants où j'avais mis dans le titre justement enfant indigo, arc-en-ciel. Parce que justement, même si c'était une étiquette, c'était aussi là pour aider les parents qui parfois justement ont besoin de ces étiquettes aussi pour voir un petit peu quelle serait la thématique en fait de la séance pour l'enfant. Et je m'étais retrouvée justement avec ce genre de questionnement du parent en fait qui avait plus envie en fait de donner une étiquette à son enfant. Et ça peut être très dangereux pour l'enfant en fait parce que c'est le mettre dans une case où il n'est pas forcément. Alors je dis pas qu'après c'est pareil, on va en revenir encore dans des choses plus, pas forcément médicales, mais par exemple, quand il y a des tests qui sont faits pour des enfants surdoués, etc., je remets pas en cause ça du tout, mais l'enfant n'est pas tout surdoué, en fait. Même s'il est surdoué, ça reste un enfant et voilà. En fait, c'est le problème avec ces étiquettes, c'est pas l'étiquette en soi, c'est plutôt ce qu'on en fait après, parce que si on se dit ok, donc j'ai telle particularité, et que on se dit ok, à partir de ça, je sais comment je peux avancer ou pourquoi je réagis comme ça, là c'est constructif. Mais si on est non, mais de toute façon, tu peux pas comprendre parce que moi je suis ci ou ça, c'est là que ça devient un petit peu dangereux et que c'est l'ego qui prend le dessus. Alors, voilà, j'ai pas envie d'être moqueuse, mais j'ai régulièrement des personnes comme ça, donc ça me fait penser à certaines situations. Et là aussi, on est dans le vouloir avoir une identité qui n'est finalement pas du tout la nôtre, parce que à force de vivre dans cette croyance, parce qu'il y en a beaucoup en fait avec les autodiagnostics qui sont dans la croyance, qui sont comme ça, et en fait pas du tout. Je sais pas que c'est le cas de tout le monde, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça et ils le sont pas du tout. Et du coup, en fait, ils vivent une vie d'illusion. Et quand on travaille après en séance, on se rend compte que ils ont balayé tout plein de croyances, c'est cool, mais ils en ont mis plein d'autres en se disant, bah, je peux pas parce que je suis comme ça.
Et puis ça les rassure et ça les conforte en fait dans leurs croyances et ça les conforte pour ne pas avancer et pour alors là ils remettent plus la responsabilité au thérapeute, ils remettent la responsabilité à leur étiquette en fait. C'est ça. Donc C'est ça. non je peux pas parce que je suis comme ça. Donc de toute façon comme je suis par exemple alors c'est pas du tout pour critiquer l'hypersensibilité parce que par contre personnellement je sais que je suis quelqu'un d'hypersensible Moi aussi, mais parfois j'entends un petit peu des choses par rapport à ça, mais non, mais je ne peux pas parce que je suis hypersensible. C'est là où justement, enfin, bref, je pourrais rentrer là-dedans aussi, mais je c'est là pense où qu'on pourrait justement on en peut aussi parler. se dépasser. Et ouais, Et je reviens juste sur l'hypersensibilité et l'hyper-émotivité qui sont deux choses aussi pas forcément ensemble. Donc c'est compliqué quoi. Mais après c'est pareil. Ouais, de toute façon ça peut pas être mon mec parce qu'il est lion et puis moi je suis verso et puis machin. Enfin ça peut aller très loin. Une étiquette ça commence par rien. Hein. Ça commence par j'habite dans ce côté du village. Ah bah ouais t'es une du nord et puis toi t'es une du sud et c'est comme ça on peut tomber dans des pièges. Je reviens juste sur une question. Je sais pas si tu l'as vu passer avant. Demande. Hello Nissi, qui était avant celle que tu as lue. Bonjour, je ne sais pas si c'est approprié, mais comment se former à toutes ces alternatives et par rapport à vos soins, sont-ils OK avec des enfants ou non? Je sais pas si tu la Alors, vois. comment se former? Alors, c'est franchement compliqué de savoir comment se former et dans quoi se former et avec qui se former. C'est vraiment faut mener ses recherches. Déjà, en tant que consultant, je trouve que c'est pas mal. Moi, j'ai fait beaucoup d'expérimentation aussi, quand j'ai découvert que j'avais des petites facilités en magnétisme. Je me suis formée un petit peu au Reiki. Enfin, j'ai testé des séances de Reiki, j'ai reçu des séances de Reiki, j'ai reçu des séances de Laoshi. Donc déjà rien qu'en commençant comme ça, en se disant tiens ça a marché, ça n'a pas marché. Et puis aussi, voilà, avoir confiance en son thérapeute, c'est important. Si on se dit j'y vais pas, on n'y va pas. Et puis c'est là le troisième œil, là pour le coup, il travaille avec le plexus solaire qui fait barrière. Ils travaillent ensemble, quoi. Et les soins avec les enfants. Alors moi, j'ai une politique avec les soins enfants qui est très particulière, c'est-à-dire que je fonctionne selon les cycles des 7 ans. C'est-à-dire que je fais pas de soins du tout sur les enfants de moins de 7 ans. Je fais un soin sur les parents. S'il y a des petites choses à nettoyer sur les enfants, je regarde éventuellement. Mais en général, quand on se dit ah mon enfant a un problème, c'est souvent le parent qui est pas rassuré. Donc on enlève le stress du parent et après on peut regarder. Après, de 7 à 14 ans, les centres énergétiques des enfants sont encore développés différemment. Donc là, on peut commencer à faire des petites choses, mais c'est pas mes soins favoris. Je commence vraiment à partir de 14 ans. Là, j'accepte de faire des soins, mais sinon, j'en fais pas directement. Je préfère faire sur les parents. Il y a des thérapeutes pour les enfants qui font ça très bien. Tes hypnoses, souvent, sont très bien pour les enfants. Enfin, moi, je préfère travailler comme ça. Mais par contre, ouais, bon, le laoshi, petite chose à part, ça, je trouve que c'est chouette pour les enfants parce que c'est de l'amour, c'est du doudou, en fait. C'est du bonbon pour les enfants, On sent mais vraiment plein de tendresse en fait. voilà, c'est ça. Bah, c'est Donc, vrai voilà. que quand tu parlais de l'hypnose, moi au niveau de l'hypnose, ça va être surtout des contes, donc ça va agir sur l'inconscient, mais au niveau soins énergétiques, c'est vrai que il faut faire gaffe par rapport aux enfants parce que c'est vraiment quelque chose d'enveloppant dont Mm, l'enfant a besoin aussi, quoi, parce que ça peut être très c'est ça. euh, difficile pour l'enfant au niveau énergétique. Ça n'a pas du tout la même résonance que pour un adulte. Bah, surtout que les corps, enfin de l'expérience et des enseignements que j'en ai reçus, les corps énergétiques, les centres énergétiques, les chakras des enfants sont très reliés aux chakras des parents, donc surtout de la maman, mais du papa aussi, et ou de la personne qui fait office d'eux. Enfin bref, vous avez compris. Et vraiment, dans ces cas-là, en fait, aller travailler les énergies des enfants, ça peut des fois déstabiliser toute l'harmonie familiale aussi. Donc c'est pour ça que je suis un peu réticente, mais c'est juste peut-être parce que je ne sais pas faire et que je suis pas destinée à ça. Oui. Mais ouais, je rejoins aussi ton point de vue. Je vois qu'il y a deux autres questions. Je sais pas si tu les as vues juste après. Je pense que Alors, même si ça peut, je pense que quand même ça peut aider de savoir si on a cette particularité. bah, Oui, je pense que parler d'étiquette.
Lila. Ben, c'est ce qu'on disait, en fait, ça dépend ce qu'on en fait. Donc, connaître la particularité aussi, mais il faut pas non plus l'intellectualiser. C'est comme les soins, les comptes rendus de soins, ils sont aussi valables qu'à un instant T. Et c'est pas parce qu'on dit ah ouais, bah là, t'as une mémoire, je sais pas quoi, qui s'est réveillée, que cette mémoire, elle va être là tout le temps et qu'il faut réécouter ce compte rendu de soins 10 ans plus tard parce que ce sera peut-être plus d'actualité, quoi. Le troisième œil ne donne pas forcément la clairvoyance. Non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'en fait, le troisième œil, il travaille aussi sur le mental. C'est les deux copains, hein. C'est le mental et finalement notre vrai soi, notre soi supérieur. Je ne sais pas comment on peut le nommer pour que ce soit plus simple. Mais du coup, en fait, quand on a le troisième, déjà un troisième œil, il n'est jamais fermé. Vous avez toujours au moins dit tiens, le doute, des fois le doute sain, pas le doute du genre non mais tu n'y arriveras jamais, le doute du je le sens pas. C'est aussi déjà une façon d'avoir fait remonter les informations du plexus, parce que c'est là aussi hein, les chakras on les dessine bien alignés, mais ils sont pas forcément si bien alignés que ça. Ils sont interconnectés aussi. Et le troisième œil, il va nous permettre des fois, par exemple, quelqu'un qui fait de la cuisine de manière intuitive, ça peut être aussi ça. Ça peut être quelqu'un qui lui chuchote la recette quand quelqu'un fait du dessin, un dessin artistique, voilà, super inspiré. Ça peut être aussi quelque chose qui est de notre part divine. Donc le troisième œil, il va pas forcément donner que la clairvoyance. Il peut donner aussi l'écriture. Enfin, moi, quand je lis tes écrits, voilà, je me dis que c'est une façon d'exprimer aussi. Donc voilà, le troisième œil. En fait, souvent, quand on pense au troisième œil, on pense voyance. On pense aux oreilles. Et c'est tellement dommage parce que du coup, on occulte 15 milliards de possibilités et on a tous finalement cette facilité quelque part de faire des petites choses qui peuvent aller toucher cette partie divine, quoi. Ouais, complètement. Alors, on peut développer un don grâce à la synergothérapie. Alors, en fait, les soins énergétiques, d'une manière générale, ils ont pour vertu, et tu me diras si tu es pas tout à fait de cet avis-là. Pour moi, ça nettoie déjà ce qui n'est pas utile pour nous. Enfin, on enlève un petit peu ce qui n'est pas utile et on réharmonise. Donc, du coup, ça nous facilite notre écoute de nous-mêmes. Enfin, le moi avec un petit M, le moi. Notre âme, en fait, ça facilite notre écoute de notre âme. Et à partir du moment où on est un petit peu plus à l'écoute et qu'il y a moins de bruit qui nous empêche de nous reconnecter, eh ben forcément, on est plus à l'écoute de nos talents, entre guillemets, de nos prédispositions. Mais ça va pas faire apparaître un don par magie. Ça va pas faire subitement qu'on arrive à voir l'avenir sur 5 générations. Mais effectivement, ça peut faciliter des dons qu'on a déjà, enfin des capacités, parce que il y a les dons innés, les dons acquis. Ça, c'est encore autre chose. C'est encore une autre histoire, ouais, mais c'est vrai que c'est super intéressant aussi, ça. Donc, voilà. Mais ouais, je suis d'accord. De toute façon, je pense que quelle que soit la technique, on en revient au fait que tout n'arrive pas comme ça et que ça peut faciliter des choses. C'est que ce soit une technique pour un soin énergétique, que ce soit de l'hypnose, ou que ce soit en fait toutes les techniques dont tu as parlé, ça peut aider, mais je pense que quand il s'agit d'un don, c'est quand même plus profond parce que il y a aussi il y a encore autre chose par rapport à ça, parce qu'il y a des gens après qui vont dire on a tous des dons, et après comme tu dis il y a vraiment une différence entre le don inné et le don qui peut aussi se développer. Donc par contre, je suis en train de voir là qu'il reste que 48 minutes et qu'il y a d'autres questions, donc je vais arrêter de parler. Après, il faut pas tomber dans l'ego, mais l'hypersensibilité des enfants particuliers est assez distinctive. Il peut être intéressant de connaître cette différence pour mieux l'apprivoiser et moins se culpabiliser. Moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est vrai qu'en tant que parent, quand on n'est pas forcément au courant et qu'on se retrouve à voir que son enfant est hypersensible, c'est intéressant de connaître justement ce que c'est vraiment que l'hypersensibilité et pour mieux justement pouvoir se mettre à la hauteur de l'enfant. Ouais, c'est ça. Pour l'hypersensibilité, moi j'avais été diagnostiquée, j'avais 29 ans je crois. J'aurais tellement aimé qu'on le sache quand j'étais gamine, quoi.
Mais Ah voilà. bah, ça change tout, hein, c'est sûr qu'après, enfin, ça change tout. Ça va dépendre aussi après de comment les parents voient ça et comment ils accompagnent après l'enfant dans cette hypersensibilité. Mais c'est sûr que ça peut changer beaucoup de choses. Mm. Après, par contre, si on a envie de développer son intuition, il y a des petites choses simples, hein, mais, euh, mais vraiment, se foutre la paix, c'est la première base parce que quand on regarde, alors je prends toujours l'exemple, quand j'étais petite, j'habitais un petit village de, je crois, il y avait 150 habitants, puis j'habitais dans un coin reculé, dans le fin fond de la Meuse. Mon papa était militaire, sinon on n'y serait pas allé. Désolée pour les Meusiens. Et le curé avait plus de 85 ans, il s'occupait genre de 8 paroisses. Enfin, c'était vraiment un coin un petit peu zone sinistrée, quoi, déserte, rurale, tout ce qu'on veut. Et lui, il faisait du magnétisme sur les personnes. Il était d'une grande sagesse. Mais je crois que si tu lui demandais, oui, vous avez fait un travail personnel, vous avez travaillé votre dent, je pense qu'il t'aurait regardé comme ça en disant, oh, mon quoi. Enfin, il se pose pas cette question. Il était juste je Ouais. suis. Je suis ce que je sais qui je suis. Il était juste là-dedans, quoi. Et après, forcément, bon, il avait sa spiritualité de prêtre catholique. Je pense que ça aussi, hein, quand on parle de spiritualité, c'est différent de la guérison. C'est vrai qu'avoir une spiritualité, ça donne des lignes de conduite et ça peut peut-être aider aussi à développer certaines capacités, mais c'est pas non plus une fin en soi, quoi. Ouais, tout à fait. Je regarde s'il y a d'autres questions. Non, Ouais, je crois pas. ok. Ouais. En tout cas, c'est hyper intéressant et hyper complet. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport aux techniques. Ah bah, ah ouais, il y en a une qui Mm. arrive. Concernant quelqu'un qui aurait des problèmes de poids et souhaiterait en perdre, ton magnétisme et tes différentes techniques peuvent-elles aider en ce sens-là? Peut-être par la prise de conscience. Alors ça peut aider. Alors pour le poids, hein, je sais pas si vous le savez, j'ai aucun tabou à en parler, mais moi j'ai été opérée par le bypass parce que voilà, il y a un moment où quand tu fais 140 kilos, se dire que tu vas tout perdre d'un coup en faisant 3 séances de sport, c'est compliqué. Et moi j'étais obèse depuis l'âge de 4 ans, donc c'est vrai que j'ai un peu tout testé pour maigrir, mais c'est vrai qu'on a des résultats avec le magnétisme parce que souvent aussi on se rend compte que au niveau des intestins il y a de la retenue. Des fois aussi, j'arrive à sentir s'il y a un souci digestif, de biote intestinale, de carence affective. Enfin, ça peut toucher différentes choses. Donc oui, on peut aider, mais après, ça va dépendre de problème de poids et problème de poids. Ça peut accompagner une démarche entreprise ailleurs, un régime suivi par un nutritionniste. Alors, j'aime pas le mot régime, mais un suivi nutritionnel avec des professionnels de la santé allopathiques. Mais par contre, voilà, je vais jamais vous dire oui, je vais vous faire perdre tous vos kilos, mais par contre, on peut débloquer des choses. C'est le kilo émotionnel ou les kilos un petit peu qui sont liés aussi aux compulsions, ou ça dépend aussi des problèmes, enfin, de ce qui est à l'origine, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça va dépendre de la cause en fait, parce que des fois ça peut être psychologique, ça peut être physique, ça peut être lié à l'alimentation, mais ça peut être aussi lié à des traumatismes par exemple Mm, on a géré, on a voulu porter un énorme poids sur notre dos pour se protéger c'est ça. ou pour cacher des émotions Mm, ou pour aussi tout simplement se remplir d'amour. mm, Donc l'hypnose aussi par rapport à ça, moi ça va être plus le côté émotionnel mm, où, où ça peut aider, mais c'est la même chose. Je vais jamais une personne qui va me demander une séance pour perdre du poids ou même qui parce que j'ai aussi des audios, un pack d'audio qui peut aider par rapport à l'alimentation, par rapport au grignotage, etc. Ça va aider, mais encore une fois il faut que la personne elle ait mm. envie déjà de faire la démarche elle-même et ça va pas comme par miracle en 5 jours ou perdre 5 kilos, etc. C'est pas le but de toute façon. Ouais, et en plus, de toute façon, ces kilos, des fois, ils sont là aussi pour une bonne raison, hein. C'est un peu comme les chakras qui sont pas grands ou ouverts. S'ils sont un tout petit peu plus timides, des fois, c'est aussi pour ça. Et d'ailleurs, petite anecdote, moi, je demande toujours l'autorisation aussi à l'inconscient pour faire les soins. Et des fois, j'ai le oui, 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 je veux y aller. Et puis, Pourquoi non? je regarde et je dis, pourquoi ça me dit non? Mais en fait, tu sais, et puis on se rend compte que non, quoi. Il y a un truc qui coince, donc Exactement. Bah, il faut toujours que l'inconscient soit de toute façon d'accord, hein. C'est toujours aussi ce que Mm, je
ce que j'ai l'habitude de dire en séance, c'est que si la personne, par exemple, demande une thématique en particulier, peut-être qu'on va pas du tout travailler là-dessus finalement parce que c'est l'inconscient qui va décider, c'est pas moi en fait. Et... C'est ça. Le libre arbitre, ce que je dis aussi toujours, se respecte sur tous les plans, quoi. Donc, Ouais, exactement. pareil pour le passage d'âme. Mais bon, on Et digresse, on digresse. c'est clair. Ah, ça aussi, c'est un sujet qui peut être passionnant, quoi. Mais là, on pourrait, on va un petit peu on va rester, on va dire, dans le sujet, voir s'il y a d'autres questions avant de terminer. Est-ce que toi, de ton côté, Athénaïs, t'as dit tout ce que tu voulais dire ou est-ce que t'as d'autres, là, il reste encore 5 minutes si t'as peut-être Je envie crois de, que j'ai fait le tour de ce que je pouvais dire. Alors bon, si jamais vous avez envie de développer votre intuition, j'ai un atelier pendule la semaine prochaine, mais sinon, non, je crois que j'ai fait le tour. Donc toi, c'est bientôt chez moi aussi où tu nous parleras d'hypnose, ça va être chouette aussi. Ouais, j'ai hâte. Ça va être trop cool parce que là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui découvrent qu'il n'y a pas que l'hypnose ericksonienne, qu'il y a plein d'autres sortes d'hypnose. Ça Ouais. va être super intéressant. Alors Alors, oui, notre live sera en replay. Je pense qu'ils vont m'indiquer maintenant. C'est toujours en IGTV en général. Donc, je pense qu'il sera en vidéo IGTV. Et pour revenir à ce que tu me disais par rapport à l'hypnose, c'est vrai que l'hypnose sagesse est moins, enfin, elle commence à être pas mal connue. Mais l'hypnose ericksonienne, c'est quand même la base en général. Moi, j'ai été formée à l'ericksonienne en premier. Après, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment un mélange. Enfin, c'est pareil que quand tu parlais de t'approprier un petit peu la méthode. C'est aussi ouais vraiment c'est plus intuitif je dirais qu'au début où j'appliquais vraiment ce que j'avais appris mais bon on en reparlera sur ton compte le moment venu. J'avais une question par rapport à ton atelier si ça peut intéresser des gens. Atelier sur le pendule, ça va parler que de ouais, l'intuition, ça va parler de comment justement se servir du pendule. ouais. Alors, on fera des petits exercices pratiques. On va parler de la détection, on va parler de radionique. La radionique, c'est quand on envoie à partir du pendule. On va parler des différents cas de figure dans lesquels on peut utiliser le pendule, puisque ça reste un outil. Donc, de la détection côté sourcier, à la divination, au développement personnel, à la nutrition. Enfin, on va un petit peu aborder différentes possibilités. Donc, si jamais vous êtes déjà thérapeute ou vous êtes déjà dans ces domaines-là, vous pouvez aussi venir voir. Ça peut peut-être vous donner un outil supplémentaire. Et puis voilà. Ça sera sur Zoom parce que là je vois qu'il y a des personnes qui ne Ouais. sont pas dispo pour cette session et s'il y en aura d'autres en juillet. Alors, je sais pas si on aura en juillet, mais j'en ferai assez régulièrement, oui. Ok. Et sinon, pour trouver toutes les infos sur les différentes techniques que tu utilises, j'imagine que c'est sur ton site, lien dans Ouais. ta bio. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Bah oui, c'est ça. Donc, lien dans ma bio. Alors, je lance bientôt un podcast, mais je suis un petit peu encore novice au niveau technologie. Ça va être Mais sur ça, quoi ce podcast? alors, ce Si sera t'as envie d'en un petit parler. peu sur ce qu'on a évoqué aujourd'hui, sur un mélange de développement personnel, spiritualité, technique de guérison, billets d'humeur, Ça voilà, va être intéressant si tout ce qui rentre pas dans les posts Instagram, en fait. c'est ça. C'est beaucoup trop court. Est-ce qu'il y a aussi des vidéos IGTV où on peut trouver plus d'infos sur Ouais, toi pour les personnes qui sont intéressées par rapport peut-être aux oui. techniques que tu utilises? Alors, dans mes IGTV, je parle un petit peu de pendule. Je raconte aussi des petites choses sur la mission de vie. Je raconte aussi des fois mes positions sur certains points. Enfin, il y en a pas beaucoup des IGTV, mais il y a pas mal de petites choses. Il y a pas mal d'outils. J'essaye de développer ça. Euh, après, régulièrement, je mets des stickers questions. Donc, Ouais. j'aime bien aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Ouais, en tout cas, c'était vraiment hyper intéressant. Je trouve que ça, en plus, ça rejoignait vraiment la thématique dont on avait parlé au début. Hum, Alors là, on parle carrément de tarif. Quel est ton tarif? 77. C'est ça. Voilà. Donc de toute façon, je pense qu'au niveau des tarifs, toute l'info, tu dois l'avoir sur ton site. Oui, oui, Donc oui. après, si vous voulez plus d'infos aussi Hum, euh, par rapport à ça, j'essaye de rien oublier avant que le live se termine. C'est pour aussi parce qu'en général, il y a souvent des questions qui reviennent à la fin du live. Donc là, on a donné toutes les infos, donc je pense que c'est un peu près bon.
Oui, après, sinon, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions, on répondra. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à Thénaïs parce que c'était vraiment un chouette moment. J'ai trouvé ça super intéressant et Bah, moi, ça merci m'a à fait plein toi. de trucs aussi. Donc, merci. Bah, merci à toi, c'était trop chouette. C'est toujours trop court, mais, mais c'est plus sage parce que sinon on passerait nos soirées. Ouais, puis c'est un moment où on est tranquille et il n'y a pas les enfants. Ouais, pour la petite anecdote, nos enfants ont 2 jours d'écart. Ouais, c'est incroyable. Quand on s'est rendu compte de ça, enfin, moi, je sais que j'ai été super Mais surprise. je crois que je le savais parce que je te suivais. Après, je sais plus. Enfin, Ouais, et j'avais parlé de l'anniversaire de mm, ma fille peut-être un moment. ouais, c'est ça. Les petits béliers. Non, le tien, la tienne, elle est Non, encore bélier. poisson. Ah oui, voilà, c'est la jonction. Non, mais j'ai Ouais. un petit bélier. Ah, il reste 10 secondes. Bon, bah alors du coup, merci à tous d'avoir été présents. Merci à toi, Athénaïs. Et puis, de toute façon, le Merci live à sera en toi. replay. Chouette.